Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Aujourd'hui, on a un artiste de renommée internationale avec nous sur les ondes de Choc FM 105.1. Bonjour à toi, Wax Taylor, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Ouais, content d'être en Amérique du Nord pour cette tournée qui célèbre un petit peu ton 20e anniversaire de carrière en fait. Ouais, c'est un peu le fil conducteur de cette nouvelle tournée. En fait, j'avais envie, tu vois, de célébrer ça. C'est pas, je pense qu'il faut pas rien prendre pour acquis. C'est pas quelque chose que je prends comme une banalité, tu vois, de se dire que tu es là depuis 20 ans et que c'est normal. C'est absolument pas normal, tu vois. C'est une façon, ouais, d'être je fais une forme de gratitude par rapport à tout ça, par rapport à ce que les gens te renvoient. Du coup, j'avais envie de partager ça, ouais. Ouais, et bah, ce qu'on peut dire, c'est clairement que le public est au rendez-vous. On en parlera un peu plus tard dans cet entretien, mais c'est vrai qu'il y a la date, par exemple, de Montréal qui est complètement sold out. Donc, ça veut dire que clairement, les gens répondent et ils sont contents de te voir ici, en fait, dans ce coin de pays, comme on dit, au Canada. Mais avant de commencer cette entrevue, Wax, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui peut-être te connaissent pas encore et qui du coup se disent tiens, il y a quelqu'un qui vient ce samedi au Lys Palace et du coup on aimerait bien quand même avoir plus d'infos sur cet artiste. Bien sûr, bah écoute, moi j'ai toujours un petit peu du mal avec le côté DJ, compositeur, producteur, enfin tous les termes qu'on peut accoler, tu vois, beatmaker, enfin bon bref, moi beatmaker je suis pas très fan d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je suis quelqu'un qui fait de la musique depuis fort longtemps, en tout cas déjà sous ce sobriquet de Wax Taylor depuis 20 ans. Et voilà, je viens de la culture hip-hop à la base, vraiment c'est par là que je suis arrivé dans la musique au début des années 90. Et puis, j'ai le sentiment que de toute façon, c'est quelque chose qui nourrit toujours très, très clairement ma musique. Et c'est une musique qui est voilà, très cinématique aussi, je pense, parce que c'est un peu une deuxième passion, le cinéma, et le rapport au dialogue, l'insert, toutes ces choses-là. Voilà, j'ai une vision. J'aime bien aussi le terme de metteur en son, voilà, tu vois, pour résumer tout ça. C'est un petit mot, c'est pas pompeux, hein, tu vois, mais dans mon esprit, c'est juste que ça résume bien, parce que j'ai ce rapport de réalisateur audio. En fait, j'aime bien aborder un album vraiment en tant que réalisateur, avec le fait de s'adjoindre les services et les talents, tu vois, d'autres artistes qui sont bien plus talentueux que moi dans plein de domaines. Moi, mon talent, c'est juste de les mettre ensemble. Et puis, et ce que je dis là vaut aussi avec les samples, avec tout, tu vois. C'est une idée de se dire, voilà, j'ai une vision de quelque chose. Et je suis sûrement beaucoup plus laborieux que plein d'autres gens et moins talentueux, mais en tout cas, obstiné pour essayer de faire naître une vision musicale, quoi. Et justement pour les non-initiés à ta musique, comment tu décrirais exactement ton univers musical? Parce que quand on va sur ta fiche Wikipédia, c'est vrai que c'est pas très, c'est du trip-hop. Ils disent du Mhm. trip hip-hop, des trucs comme ça. Alors forcément, pour les gens qui vont sur ta fiche Wikipédia, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, comment tu Ah, dirais, comment tu décrirais ton univers au-delà un petit peu de la scène hip-hop, justement? Parce qu'il y a plus. en fait, le truc, par exemple, pour prendre ce qualificatif de trip-hop, le trip-hop, c'est un courant musical des années 90 qui est né à Bristol en Angleterre, qu'on peut complètement cerner autour de groupes comme Massive Attack, Portishead, Tricky, des gens comme ça. C'est des gens qui venaient quand même très souvent de la scène hip-hop et qui avaient aussi, qui ont intégré des choses un peu plus sombres, plus lentes. Donc, il y a une partie de mon travail, en fait, qui s'intègre bien là-dedans, donc je le réfute pas. Mais je trouve que c'est toujours un peu restricteur. Mais bon, encore une fois, tu vois, c'est compliqué parce que je suis de plus en plus en paix, on va dire, avec les histoires enfin de qualificatifs de la musique parce que chacun y met ce qu'il a envie de. Moi, j'ai utilisé beaucoup le terme d'hip-hop orchestral, parce que pour moi, le hip-hop, ça reste ma culture. Tu vois, on fait souvent la confusion entre le rap et le hip-hop. Le hip-hop, c'est beaucoup plus large que simplement le rap. Je viens vraiment de cette culture et l'orchestration, c'est quelque chose qui est très présent dans ma musique. Donc, j'aime bien cette idée de parler d'hip-hop orchestral, moi, personnellement. Et c'est quoi tes influences? C'est quoi les artistes que tu écoutes, que ce soit des artistes un peu à l'ancienne ou des artistes un peu plus actuels? C'est quoi qui, si on check un peu ton Spotify à toi, on retrouve quoi? Alors, beaucoup de Parce que vieilles ça en dit choses. beaucoup sur les gens en général, les Ouais, playlists. bien sûr, c'est beaucoup de vieilles choses parce que quand tu viens de cette culture, voilà, le sampling est vraiment à la base de tout. Il y a une vraie curiosité à la base de nourrir ta musique en fait de plein de références, de choses qui t'ont influencé, qui te nourrissent, etc. Ça va aller des années 50, tu vas trouver du jazz vocal, des gens comme Billie Holiday. Dans les années 60, tu vas trouver évidemment les Beatles, les Moody Blues, des choses plus comme ça.
Dans les années 70, ça va être beaucoup plus des artistes comme Curtis Mayfield dans la soul. Tu vois, c'est un peu toutes ces choses-là, moi, qui m'ont nourri. Donc vraiment, en tout cas, avec un gros prisme de fin années 60, début 70 dans mes références, il y a beaucoup, beaucoup de choses de cette période qui me parlent beaucoup, beaucoup. Donc il y a ça, puis après bah, je suis un, comme on dit, un enfant du hip-hop des années 90, donc il y a aussi tous ces producteurs du début des années 90 qui pour moi sont des références. Donc on peut dire, tu vois, des gens comme Reza du Wu-Tang Clan, ça a été important. Le Bomb Squad de Public Enemy à la fin des années 80, c'est des gens. Marley Marl, qui est un producteur, bon, pour les non-initiés, c'est peut-être un peu plus obscur, mais c'est quelqu'un qui est, c'est souvent, comme dans tous les courants musicaux, des gens qui ont été un peu peut-être oubliés par les non-spécialistes, mais qui ont apporté énormément dans cette culture. Donc moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très, très attaché à cette culture, en tout cas, et à l'idée de s'être nourri de tout ça. Et puis après, bah, tu continues d'écouter des choses, bien sûr. Donc, je suis toujours attentif à ce qui sort. Après, je n'aurais pas l'hypocrisie de dire que c'est ce qui sort aujourd'hui qui m'influence le plus. Tu vois, ça serait un peu espèce de crise de jeunisme un petit peu déplacée où c'est pas. Je pense qu'on est toujours un peu le reflet de son époque. Et, enfin, en tout cas, je pense que si tu veux, la musique que tu découvres entre, on va dire, les 15-20 ans, enfin, c'est cette période-là, tu es tellement une éponge par rapport à la musique que ça aura toujours une résonance bien plus forte que ce que je vais pouvoir découvrir aujourd'hui, c'est évident. J'ai l'impression que tes références aussi, elles sont plus bah, justement en provenance d'ici, d'Amérique du Nord. J'ai Non. l'impression qu'il n'y a pas trop de franco dans tes références. Est-ce que tu écoutes quand même un peu de la musique francophone ou c'est vrai que ton prisme à toi, il est plutôt américain, une musique anglo? Alors, mon prisme, mais comme tu le dis, est plus anglophone, c'est certain, et on pourrait dire pas spécifiquement américain d'ailleurs, parce que c'est aussi, tu vois, je te parlais des Beatles, pour moi les Beatles, Ouais, c'est un monument absolu, British tu pour le vois. coup, ouais. Voilà, donc on est plus chez les Anglais. Mais en fait, ce qui fait mon rapport en fait à la musique anglophone, c'est que ça me permet de prendre une distanciation avec la langue. Et ce qui veut dire que, encore une fois, tu vois, moi, il y a des grands noms de la chanson française que je vénère, enfin que j'adore, hein, tu vois, des Brel, Brassens, Aznavour, etc. Enfin, il y a des morceaux que je trouve monumentaux. Je pourrais t'en donner plein d'autres. Mais c'est un rapport différent à la langue, c'est-à-dire que déjà dans le mix, la voix est au-dessus. Tu vois, il y a quelque chose d'un peu une sacralisation. L'anglais a cette facilité en fait de résumer des concepts avec trois mots, une espèce de fluidité qu'on n'a pas dans la langue française, ce qui ne veut pas dire que la langue française n'est pas intéressante. La langue française est très riche, bien sûr, mais justement, elle a ce côté peut-être un petit peu intimidant pour moi, tu vois. C'est-à-dire que comme c'est ma langue, j'arrive pas à m'en défaire et mon niveau d'exigence fait que je suis plus dans la musicalité, mais plus dans l'écrit, enfin dans le rapport à l'écrit. Donc, je préfère la littérature, enfin le rapport écrit en fait à la langue française. Ouais, parce que c'est un truc aussi qu'on remarque quand on écoute ta musique. C'est vrai que c'est beaucoup de parties qui vont être très instrumentalisées, où il n'y a pas forcément l'utilité d'avoir une voix chantante ou parler ou slammer ou peu importe au final. Mais le peu qui va être dit, en tout cas, ou chanté, c'est souvent, quasiment majoritairement, en anglais. Et du coup, je me demandais si c'était un choix par rapport à tes références musicales à toi, ton kiff perso, en fait, ce que t'aimes écouter, ce que t'aimes produire, du coup, ou alors c'était aussi dans un souci d'exportation, parce qu'on va pas se mentir, quand on chante et qu'on fait de la musique en anglais, bah forcément ça voyage plus facilement que notre francophonie, quand bien même notre francophonie est magnifique et très large et très diversifiée. Ben, il y a ce truc de, pour faire vendre la musique et pour peut-être aller faire des concerts dans des endroits, bah, c'est peut-être plus simple aussi de opter pour la version anglophone. Alors, la, la commodité de de la musique anglophone pour toucher des plus larges publics, c'est factuel et je ne vois même pas comment on pourrait dire aller en compte de ça. Mais très sincèrement, ça n'a pas été du tout un facteur de réflexion. Après, à partir du moment où tu sais que tu es sur une musique anglophone et que tu commences à te dire, bah, tu vas forcément, tu sais que tu n'as pas cette limite, donc tu vas essayer d'aller toucher des publics que tu n'aurais peut-être pas osé aller chercher en disant ça sert à rien. Donc là, il n'y a pas de limite, c'est certain, mais encore une fois, non, le moteur, c'est vraiment que c'est la musique. Moi, tu vois, j'ai fait beaucoup de rap français, en fait, dans les années 90. Mais c'était paradoxalement, en fait, souvent les gens m'interpellaient, ceux qui me connaissaient de cette première vie, on va dire, me disaient, quand est-ce que tu reviens à tes premiers amours? Et je disais, c'est pas mes premiers amours, en fait. C'est-à-dire, mes premiers amours, c'est vraiment le rap des années 80, qui était un rap anglophone. On a découvert, nous, en France, il y a eu cet âge d'or des débuts du rap en français au début des années 90, même s'il y avait quelques précurseurs avant, bien sûr. Mais je renie pas du tout cette période, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça l'idée, mais j'ai quand même grandi avec une musique anglophone, quoi, très très principalement. Et j'aime bien cette idée, tu vois, si tu veux, quand je travaille par exemple avec un chanteur, une chanteuse, un rappeur,
on a des discussions, des fois j'amène des éléments au niveau du texte, on discute, évidemment, après je le laisse participer, élaborer, etc., écrire. Mais quand c'est validé, je pourrais presque te dire qu'une fois que c'est validé, je l'évacue. Et je me surprends des fois à croiser des fans, tu vois, il faut des gens qui viennent sur des concerts, qui sont au premier rang, qui chantent tous les textes. Et moi, je serais incapable de le faire. Je te le dis sincèrement, je serais incapable de le faire parce que pour moi, c'est une musicalité, c'est une rythmique. Tu sais, il y a un truc, la voix, elle est là. Alors oui, évidemment, j'ai à peu près le texte en tête, mais je serais incapable de faire un perfect sur un morceau parce que je me dirais, oui, je sais plus exactement. Je vois bien la rythmique de cette phrase, mais je me rappelle plus exactement ce qui avait été écrit, par exemple. Je regardais une interview avec le rappeur Lacrim, ça doit te parler, récemment, et il disait qu'il y a des chansons, il ne connaissait même pas, et qu'il avait maintenant chopé un truc un peu plus de confort d'aller au studio sans écrire forcément à l'avance, parce que c'est vrai que le rap, faut écrire beaucoup, c'est souvent voilà, de la réflexion, limite on touche à de la poésie, littérature, en fonction de qui chante forcément, et qu'il allait au studio comme ça, et que il écrivait pas ses textes et qu'il allait devant le micro et il posait ses textes. Je me suis dit comment il fait en concert parce que ça veut dire que le public connaîtra mieux les textes que lui. Du coup, ça arrive à plein d'artistes au final. Ça arrive que tu sois surpris de voir ton public chanter des textes que toi, t'as plus forcément en tête à 100% quoi. À la différence notoire, c'est que lui, il est censé connaître ses textes et que moi, les chanteurs avec qui je travaille, eux connaissent leurs textes. Tu vois? Ouais, c'est vrai qu'on va pas te dire à toi. C'est pas toi Voilà, qui c'est es ça. censé chanter. Moi, je connais mes exécutions et ce que j'ai à faire du côté musical, bien sûr. Alors toi, ça fait longtemps que tu fais de la musique, on en parle, ça fait, entre guillemets, cette tournée, c'est pour tes 20 ans, un petit peu de carrière. Le premier album, ça s'appelle Tales of the Forgotten Melodies, donc c'était en 2005, on est en 2025 maintenant, donc clairement, on est dans la 20e année. Là, le dernier projet en date, ça s'appelle Fishing for Accident, c'est sorti en 2023. Donc ton rythme, c'est à peu près tous les 2, 3 ans, il y a des exceptions, j'ai regardé, mais au niveau du rythme, c'est à peu près ça. Du coup, ouais, je me demandais, c'est quoi ton déclic pour te relancer dans la réalisation de nouveaux projets? Parce que quand c'est des chanteurs, bah, voilà, entre deux, il leur arrive une petite histoire, ils racontent leur histoire, donc ça fait une chanson, il n'y a plus qu'à mettre la mélodie. Toi, le travail, il est un petit peu différent, je me doute. Donc, comment ça se passe pour toi, la création d'un nouveau projet, la naissance d'un nouveau bébé, t'appelles ça comme tu veux, bref, ton passage créatif, c'est quoi le déclic? Alors en fait, c'est peut-être pas le tout premier déclic, mais le moment où je rentre vraiment, parce que pour moi, il y a une énorme différence entre faire de la musique et faire un album. Ça peut paraître bizarre présenté comme ça, mais je pourrais faire l'analogie avec le sport et te dire c'est aller à l'entraînement ou en compétition. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un muscle que tu entretiens, je peux être en studio, faire de la musique. J'ai pas mal de choses. Ça m'arrive de passer une journée en studio, de faire de la musique et de me dire ce que j'ai fait, c'est pas forcément révolutionnaire. Enfin, ça l'est jamais d'ailleurs, mais mais en tout cas, où tu te dis, bon, c'est pas follement intéressant. Et j'ai toujours eu ce truc de couper, de pas sauvegarder, en fait, parce que je pense que ça doit. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu frustrant, tu vois, un peu masochiste de faire ça. Mais je trouve que la frustration, ça fait toujours naître quelque chose à un moment donné. Donc, c'est un peu, si t'as pas fait mieux que ça aujourd'hui, tu t'enregistres pas et va falloir faire mieux si tu veux à un moment donné pas perdre tes journées en studio. Donc, j'ai un peu ce truc-là. Mais plus sérieusement, le déclic sur un album, parce que vu que c'est pour moi le moment un peu, ça peut paraître bizarre, mais c'est le titre en fait. C'est que j'ai une idée, j'ai une évocation d'un titre, et quand j'ai un titre, c'est comme une porte ouverte sur un univers en fait. Et là, d'un Donc, coup, le processus vient d'abord du titre et après, ça découle de ça. j'ai fait 7 albums studio, j'ai pas fait un seul album entamé sans avoir un titre en tête. Je sais pas faire ça en fait. J'ai l'impression que je sais pas où je vais en fait. J'ai l'impression qu'il me faut ça parce qu'après en fait le titre il m'évoque quelque chose, il m'évoque un environnement, il m'évoque quelque chose Une et après atmosphère, un délire, un truc en fait. ça ne cesse, c'est comme je rentre dans une pièce avec plein de portes et il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et tout. Et tant que j'ai pas ça, je fais de la musique. Mais ce qui veut pas dire, faut être honnête, tu vois, c'est pas non plus, ça veut pas dire que j'ai pas forcément fait quelques titres avant, puis je vais me dire, tiens, du coup, ça fonctionnerait bien. C'est possible. Mais par contre, j'ai besoin d'avoir ce cadre-là. Et c'est vraiment le point de départ. Et du coup, c'est à partir de ce point de départ-là que tu parles avec d'autres artistes qui, eux, poseront leur voix sur les morceaux. Comment tu leur expliques? Ça y est, j'ai une idée, j'ai un titre. Partons sur le titre, j'ai des titres à faire maintenant. Parce qu'en fait, tu as un titre d'album et après, il faut faire des titres des morceaux. Comment ça se passe? Bah alors en fait, déjà, très souvent, pas toujours, mais très souvent, j'ai déjà aussi un titre non pas d'album, mais pour le morceau. Euh, c'est très très rare, voire j'essaie de trouver un exemple, mais je crois pas avoir d'exemple
de collaboration où je suis arrivé avec quelque chose de très très succinct en disant on verra plus tard. Tu vois, en général, c'est que ça fait des mois que j'ai le morceau, j'y réfléchis, j'ai bossé plein. Et d'ailleurs, c'est des fois un mauvais process parce que des fois tu fais marche arrière parce que tu as fait trop d'arrangements par rapport à la voix. Tu vois, par exemple, tu te dis en fait, il y a une concurrence, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir une vision très très claire et s'il y a des titres, je vais contacter. Des fois, c'est des artistes que je connais, donc c'est une relation un peu différente. Quand c'est des artistes que je connais pas, bah, je pars du principe qu'ils me connaissent pas et donc faut que je leur explique qui je suis, ce que je fais, où je veux en venir, voilà pourquoi l'album, le titre. Je peux écrire 4 pages en expliquant ce que j'ai en tête, quoi. Parce que pour moi, c'est quelque chose, c'est un garde-fou en fait dans la musique d'aujourd'hui qui est très 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 dans la consumériste en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de périssable dans la musique d'aujourd'hui en fait. Et quand je dis ça, c'est pas du tout un propos, tu sais, dire les jeunes maintenant, non, 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 ça, Ouais. c'est une réalité de l'industrie du disque qui concerne des artistes qui ont 50 ans, 60 ans, 15 ans. Et puis C'est c'est la aussi la façon dont on l'utilise maintenant, la musique, ça va être une musique traîne sur TikTok et du coup on va entendre une chanson pendant des mois, à plus savoir vraiment ce qu'elle fait dans la vie, cette chanson-là, parce qu'on l'entend tellement qu'il n'y a plus le but. Et puis il y a des chansons des fois qui sont géniales et forcément bah, des fois on va moins les entendre alors que bah, c'est juste qu'elle n'a pas bénéficié d'une traîne sur TikTok cette chanson et du coup elle passe un peu à l'as, mais ouais, il y a ce ouais, truc-là aussi. tu as aussi une autre donnée d'aujourd'hui qui est compliquée pour tous les artistes et surtout pour les jeunes artistes, et qu'on est souvent à dire, enfin moi j'entends, hein, évidemment, tu vois, un peu tout et n'importe quoi, mais tu as des gens qui vont dire, les jeunes artistes aujourd'hui, par exemple, ils font pas ceci, ils font pas cela, mais tu vois, par exemple, la différence, je pense qu'il y a encore 20-25 ans, tu arrivais, on était encore sur une époque où on attendait peut-être de toi comme spécificité d'être différent. Enfin, tu vois, d'amener quelque chose de différent. Je ne dis absolument pas que les artistes aujourd'hui n'apprennent rien de différent, mais paradoxalement, pour exister, on leur demande de rentrer au plus dans la norme, en fait. Ce qui fait que c'est un processus qui est aussi différent. C'est que je ne dis pas que c'est impossible pour des jeunes artistes d'arriver avec une personnalité, quelque chose de complètement différent, mais c'est quand même plus complexe parce que de facto, tu parlais de TikTok, etc. On va leur demander des trends, des choses très précises, des formats très courts. On est en train on formate encore plus, ça a toujours été un peu. Les radios FM formataient déjà, enfin, commercial formataient déjà les titres à l'époque avec des couplets, refrains, si possible, pas plus long que ça, enfin tout ce qu'on connaît bien. Mais je trouve que forcément, ça s'accélère et ça va de plus en plus vers ça. Et moi, je suis voilà, plus sur un format complètement, je dis souvent, j'aime bien le terme de chemin de traverse, tu vois, je fais ma petite cuisine, je suis un artisan, j'ai jamais eu de velléité à devenir une superstar au co-caisse, je fais mon truc et puis j'ai la chance d'être indépendant et donc de pouvoir faire tout ce que je veux, quoi. Il y a un truc aussi rigolo avec toi, c'est ton nom d'artiste. Ouais. Je laisserai les auditeurs et vous sur YouTube regarder le vrai nom qui se cache derrière Wax Taylor. Mais pourquoi Wax Taylor? Parce que ça veut dire tailleur de cire. Mhm. Alors, cire de bougie, cire d'oreille. Je me suis dit pourquoi on en est arrivé à Wax Taylor. Donc forcément, je me doute. J'ai fait deux, trois recherches, j'ai pas forcément trouvé. J- Voilà, j'ai besoin que ma curiosité, là, elle a été trop piquée, j'ai besoin de réponses. Donc voilà. Non. Pourquoi ce surnom? Alors, tailleur de cire, pour moi, je dis évidemment, mais en effet, tu as raison, ça ne l'est absolument pas. La cire, ça fait référence au vinyle, parce que le vinyle, la matière première, c'est de la cire. Oh Euh, là là, j'étais tellement loin. Moi, t'as vu, j'étais partie dans des bougies. Je me suis Il dit, faut ça pas peut être chercher bien tendance. loin. Pas du Et, tout. et en fait, si tu veux, comme je l'évoquais un peu plus tôt, dans les années 90, moi, je faisais du rap. Et j'écrivais donc des textes en français. Et j'avais toujours le même process, c'est-à-dire que j'écrivais d'abord le texte et je faisais la musique après. Parce que pour moi, la musique, c'était une sorte de costume qui venait autour du texte. Tu vois, il y avait vraiment cette idée-là. Et c'était comme une espèce de petite phrase, un peu, je sais pas, mais je me disais, bon, soit je me le disais à moi-même, soit je me disais à mes acolytes, je disais, bon, bah tiens, j'ai fait ça, il n'y a plus qu'à faire le costume. Et j'aimais bien cette idée de tailleur déjà, tu vois, il y avait ce côté, voilà, on va essayer de créer une atmosphère autour du morceau. Donc il y avait ce truc-là. Donc évidemment, venant de la scène du sampling et donc de l'utilisation des échantillons venant de vieux disques, bah ça fait de moi de facto un tailleur de cire, tu vois. Donc je me suis dit au moment de mettre en place ce projet qui résumait aussi un peu toutes mes 10 premières années, parce que aujourd'hui je fête les 20 ans de Wax Taylor, mais avant Wax Taylor, il y a eu 10 ans on va dire, de tâtonnement, de quête, de plein de choses. Et voilà, ce sobriquet-là, tu vois, il résumait bien ma démarche musicale et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Tu parles beaucoup de cette période rap aussi. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que le rap c'était mieux avant?
Alors, je vais te dire, le rap, c'était mieux avant pour les gens qui l'ont vécu avant. C'est aussi con que ça, en fait. Très bonne réponse, parce qu'il y a toujours, ça veut rien dire avant. Avant quoi? Tu sais, moi je vois par exemple des gens qui me disent ouais, ça vaut pas le rap old school de 92-93. Et quand Public Enemy arrive en 88, on parlait de la New School à l'époque par rapport à Grandmaster Flash, par rapport à Curtis Blow, par rapport à des gens de la vraie première génération. Il y a toujours une espèce de confusion flottante un petit peu avec toutes ces choses-là. Et après, par contre, inversement, je pense qu'il faut pas avoir l'hypocrisie que peuvent avoir certains. Il y a un peu deux écoles. Il y a, je vais le dire avec beaucoup de poésie, je dirais, il y a les vieux cons, c'est-à-dire ceux qui vont te dire c'était mieux avant sans aucune nuance. Il y a les vieux qui font du jeunisme, qui vont te dire, enfin, qui font mine d'adorer exactement ce qui sort aujourd'hui, comme ce qu'ils ont aimé dans les années 90. En faisant J'espère. genre que l'autotune, ça les dérange pas tant que ça. Voilà, exactement. J'y crois très moyennement. Après, bon, allez, on va leur donner le bénéfice du doute, mais j'y crois moyennement. Et ce que je veux dire, si tu veux, c'est que je vois pas pourquoi un gamin de 15 ans aujourd'hui, on arriverait à le convaincre que Mobb Deep ou Tank Clan ou Cypress Hill, c'est mieux que PNL ou machin, je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce qu'on aurait détesté que nos parents nous fassent. Donc, ça sert à rien de rentrer dans ces conneries-là. Par contre, penser de façon très objective qu'il y a des époques qui correspondent à des âges d'or pour des genres musicaux. Je pense que si quelqu'un est fan de psyché rock, de rock psyché, tu vas pas, s'il te dit franchement c'est 83 la meilleure année, tu vas dire tu sors d'où exactement? C'est très étrange ta référence, tu vois, parce qu'ils vont se douter bien que bien sûr que non et que bien sûr que c'est la fin des années 60. Donc ça veut pas dire que tu vas peut-être trouver quelqu'un qui à un moment donné dans une époque a fait quelque chose et que c'était pas inintéressant, mais tout ça pour dire, est-ce que le rap c'était mieux avant? Dans tous les mouvements musicaux, le punk rock, ce que tu veux, il y a un moment qu'on appelle la genèse, qui est une excitation totale où tout est inventé. Et bah, moi, j'estime avoir eu la chance de vivre ça en France. C'est-à-dire de se dire, j'étais pas de la toute première génération du terrain vague de la Chapelle, de toutes ces choses-là, mais celle qui est arrivée juste derrière, où nous, on a vécu vraiment ça comme un acte militant. Tu vois, j'ai souvent dit, quand on me dit comment tu as commencé à faire de la musique, je dis, je n'ai pas fait de la musique. J'ai voulu faire partie de ce courant culturel, tu vois, de faire Ouais, partie de ça. c'est ça. J'ai cherché toutes les portes d'entrée, j'ai fait de la danse, j'étais nul, j'ai fait du graphe, j'étais horrible, j'ai fini par faire le seul truc où j'étais à peu près médiocre, tu vois. Mais j'avais besoin de faire partie de cette culture, quoi. Alors là, justement, bah, cette culture, tu la ramènes jusqu'à Toronto. Tu es en concert ici le 22 mars. C'est déjà Mhm. samedi qui arrive. Est-ce que tu remarques, parce que tu as quand même maintenant un peu de bouteille, hein, on va pas se mentir, tu as l'habitude d'être sur scène. Est-ce que tu remarques des différences entre ton public français, européen, et le public ici en Amérique du Nord? Parce que je sais que tu as déjà fait quelques dates, donc tu as des éléments de référence un peu. De toute façon, sur toutes les tournées, je me rends compte, il y a à la fois beaucoup de choses en commun et des nuances. Donc les nuances, pour moi, elles viennent plus du rapport à. Alors, le Canada, c'est pour ça c'est marrant parce que tu sais, il faudrait presque différencier, mais c'est normal. En même temps, le territoire est tellement grand que c'est difficile de résumer, par exemple, ne serait-ce que les États-Unis, en parlant du Midwest, de Los Angeles, du Colorado, enfin bref. Mais de façon très globale, il y a quelque chose d'un peu plus trippy, tu vois, aux États-Unis, qui fait que les morceaux instrumentaux, des choses un peu comme ça, ont plus impacté qu'en Europe. Là où en Europe, par exemple, des morceaux un peu plus hip-hop rap vont avoir plus de retour, tu vois, voilà. Alors, ici, c'est un peu différent de ce point de vue-là. Mais après, dans l'approche du public, j'ai pas non plus, enfin, j'ai toujours un peu l'impression d'avoir la chance d'avoir un public éclectique, mais dans le bon sens du terme, tu vois. C'est-à-dire, souvent, tu sais, il y a ce poncif un peu, tu vois, quand on parle des gens éclectiques, en fait, c'est gens qui écoutent un peu tout et n'importe quoi. Alors qu'en vrai, c'est Ouais. pas, il y a deux formes d'éclectisme. Il y a la personne qui écoute tout ce qui sort en radio et qui se dit éclectique, mais en fait, on lui donne à peu près n'importe quoi à manger. Et puis, celui qui est vraiment éclectique parce qu'il est capable d'écouter Tribe Called Quest, Radiohead juste après, écouter Billie Holiday, écouter toutes ces choses-là. Parce que, C'est tiens, ça que voilà. d'ailleurs je disais, c'est intéressant de regarder, tu peux juger un peu les gens à travers leur playlist sur n'importe quelle plateforme, mais quand tu regardes leur playlist, tu dis OK, donc toi tu es quelqu'un un petit peu plus éclectique, justement dans le bon sens du terme, mais c'est pas juste tu regardes les dernières nouveautés et t'as fait le top 20 et ça y est, tu te crois éclectique, quoi. Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que tu dis l'éclectisme, c'est une curiosité, mais ça vaut avec le reste, ça vaut avec le cinéma, tu vois. C'est-à-dire que
Moi, enfin, ouais, j'ai une vraie aussi passion pour le cinéma et je suis tout à fait capable d'aimer un blockbuster pour plein de raisons. Aimer un film des années de Lubitsch des années 40, aimer un film, un polar, aimer un truc de série B parce que pour X motifs, je trouve ça intéressant. Enfin voilà, c'est une curiosité. Je crois que l'éclectisme, c'est de la curiosité. Et signer, justement, vu que t'aimes le cinéma, signer de la musique pour des films, c'est quelque chose qui te plairait, par exemple? C'est un peu un rendez-vous raté depuis 20 ans, ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'il Il y y a a rendez-vous en terre inconnue et rendez-vous raté, c'est ça? moi, c'est rendez-vous raté. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de discussions et j'ai souvent dit que si tu veux, c'était un peu il y a plusieurs facteurs. Il y a le bon moment, le bon projet et la pertinence. Le bon moment, c'est bah, si t'es en train de faire une tournée de 100 dates et qu'on te propose de venir bosser, c'est pas possible. Le bon projet, c'est que tu vois, voilà, tu lis un projet, ça te paraît bien. Et puis la pertinence, c'est le moment où tu te dis que le projet est bien, mais que toi, tu peux y apporter quelque chose. Je me rappelle d'un projet il y a peut-être 3 4 ans où on m'avait contacté et truc que je ne devrais pas faire, mais j'ai dit, je trouve ça hyper intéressant, mais je pensais à un autre artiste et j'ai dit, tu sais quoi, je pense qu'il serait plus doué que moi pour faire ça en fait. Et rien que le fait de se le dire, je pense voilà, faut pas y aller. Faut vraiment avoir le. Et j'ai eu pas mal de discussions, j'ai eu quelques expériences aussi, tu vois, mais limitez pas la full, comment dire, Bande euh, son? bande son. Ouais, j'ai fait plus sur du documentaire aussi. Si j'ai travaillé il y a 2 3 ans en France pour France TV sur une série en 3 volumes de documentaires, c'était assez intéressant. Mais pas encore sur le côté cinéma. Voilà, il y a eu des discussions et encore une fois, après ça, je le ferai pas à moitié. Si je devais le faire, j'aimerais le faire bien. Il faudrait qu'il y ait une bonne offre, quoi, dans le sens artistique où il y a quelque chose qui me paraisse pertinent. En tout cas, tu restes ouvert à la proposition. Donc, si jamais vous entendez cette interview de Wax Taylor et que vous avez un super film, un super projet, envoyez-lui le matos. Il serait capable de jeter un œil en tout cas. J'ai vu aussi que pendant cette tournée Nord-Amérique, la date à Montréal était complète. Forcément, ça doit te faire un petit quelque chose dans le cœur. Ça te fait quoi de voir justement loin, très loin de ton pays d'origine? Parce qu'on rappelle aux auditeurs que tu viens de Normandie et qu'on est loin de la Normandie quand on est à Montréal. Du coup, ça t'a fait quoi de voir que bah il y a des dates qui sont même sold out quoi sur cette tournée de 20 ans? Bah ouais, là, tu vois, je suis à Québec. Demain soir, c'est complet à Québec, c'est complet à Montréal. Il y a des dates qui commencent à être vraiment pas loin aussi. Non, c'est chouette. Parce que c'est ce que je te disais un peu en ouverture. Je prends pas du tout ça pour acquis. Je trouve que je crois qu'il n'y a rien de pire de devenir blasé, tu vois, dans ce que tu fais, parce qu'en fait, on a la chance. Moi, j'ai la chance, je pense que j'ai la chance d'avoir eu euh, un parcours en 2 temps, tu vois, c'est-à-dire une bonne dizaine d'années à savoir ce que c'est que la vraie vie, d'avoir un travail alimentaire, de faire d'autres choses et de faire de la musique par passion. Et ça me permet, d'ailleurs, j'ai de temps en temps des artistes qui me contactent et qui me demandent comment faire pour vivre de la musique. Et y a pas enfin, s'il y avait une recette magique, je pense que tout le monde, voilà. Et du coup, je pense que ça permet vraiment tu vois, de prendre le recul là-dessus et d'être conscient que de se lever le matin et de se dire, mon occupation de la journée, ça va être que ce soit d'ailleurs faire de la musique ou manager le projet, enfin faire tout ce que fait un indépendant, hein. C'est-à-dire que c'est pas que faire de la musique, mais c'est déjà un luxe incroyable. Et donc le fait d'avoir ce retour, tu vois, c'est vraiment, ouais, je sais pas, c'est touchant, quoi. Mm. Je trouve que tu es très très humble vis-à-vis de tout ce qui s'est passé dans ta carrière. En fait, tu as toujours ce côté très humble. Je trouve quand tu parles, c'est cool parce qu'il y a des gens au bout de moins d'années de carrière que toi qui ont déjà pris la grosse tête, qui ont l'impression d'avoir tout vu, tout fait, tout connu. Et j'ai l'impression que toi, c'est tout l'inverse, que t'es toujours, t'as l'impression, enfin, c'est l'impression que tu me donnes d'être toujours quand même un peu émerveillé de ce qui se passe et d'apprécier le truc, quoi, d'être conscient de la chance que tu as parce que tout le monde ne peut pas vivre de sa passion, en fait, tu vois. Moi, j'ai toujours dit que ce qui m'est arrivé, ça s'appelle un heureux accident. Tu vois, c'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de matériaux qui méritaient d'auditeurs, mais des gens qui ont du talent et qui mériteraient d'avoir une large audience, il y en a plein. Après, il y a des gens objectivement, parce qu'il faut pas non plus être, tu vois, bisounours sur toutes ces histoires-là, il y a des artistes qui ont beaucoup de talent, mais qui n'ont pas du tout le mental enfin, qui défendent pas assez leur projet, qui travaillent peut-être pas assez, hein, tout simplement, comme chez les sportifs, comme chez partout. Mais même avec tout ça, tu connaîtras toujours aussi des artistes qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. C'est une histoire de momentum, c'est trop tôt, trop tard, pas le bon moment. Il y a toujours quelque chose qui fait que. Donc penser que, tu vois, quand des gens te disent, qui t'ont connu avant, dire qu'ils sont contents pour ce qui t'est arrivé et que c'était logique et qu'ils étaient sûrs que ça allait marcher pour toi, je me dis, je ne vois pas comment vous pouvez être sûr, parce que moi-même, j'en ai jamais été
sûr. Si, j'étais sûr à 20 ans, parce qu'à 20 ans, on est un peu con et orgueilleux. Il y a la fougue de la jeunesse. Exactement, on est un peu arrogant. Quand ça m'est arrivé, je courais sur les 30 ans et objectivement, j'avais complètement remisé les fantasmes de devenir une superstar ou je ne sais quoi. Je me disais juste, je veux faire un disque parce que je veux qu'il existe. Et après, le reste, c'est du bonus et c'est génial. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de talent ou quoi, ok, parce que c'est pas à moi d'en parler. Mais c'est pas du tout un facteur qui fait que parce que tu as du talent ou quoi, ok, tu as une carrière et encore à plus forte raison que tu vas rester 20 ans. Ça, c'est encore autre chose, quoi. Ouais, parce que arriver dans le métier, il y en a beaucoup qui ont su le faire, mais y rester, c'est là où ça se corse un peu en général. Parce que, bah, comme on disait, là, avec cette société un peu de consommation où tout va très vite, où t'es la chanson de l'été, et après on n'entend plus parler de toi pendant 1000 ans, Ouais. voire jamais. On en a vu des artistes comme ça. Donc, être là après 20 ans et continuer à faire des tournées à travers le monde et avoir des dates complètes, moi je trouve que c'est génial en fait. C'est là le. En vrai, c'est ça le vrai bénéfice d'être un artiste, je pensais, de continuer à faire ce qu'on aime année après année, de voir qu'il y a toujours des gens dans notre délire et de continuer à se produire sur scène et qu'il y ait du monde dans la salle, en fait. C'est ça, je pense, la plus belle des récompenses au final. Ah, mais enfin, moi, je crache pas du tout dans la soupe, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu, tu vois, sur des albums, j'ai eu aussi des nominations, des trucs comme ça. Et je vais pas dire, je, sais pas, je cherche le bon terme, mais je regardais ça avec beaucoup de distance. Ça ne m'a jamais parlé, si tu veux, parce que ça reste, entre guillemets, un petit groupuscule de professionnels entre eux qui, un temps soit peu, se disent, tiens, on va le donner à un tel ou un tel. On connaît plein d'artistes qui ont peut-être sûrement une armoire remplie de. C'est pas pour autant qu'ils ont des gens dans les salles. Et pour moi, la récompense, elle est là. C'est celle qui est sans filet, qui est sans triche, sans rien. Voilà, tu sais qu'il y a des gens, bah, s'il y a des gens qui viennent te voir, ça vaut toutes les récompenses du monde. Et c'est pas une petite phrase pour, tu vois, un peu, c'est factuel, quoi. Vraiment, je pense que n'importe quel artiste raisonnable de dire la même chose. Et avant qu'on se quitte, Wax, si tu avais quelques mots, un dernier mot à dire aux auditeurs de Choc FM, ce serait quoi? Et bah, que je les attends samedi soir. Bah ouais, non, je suis vraiment sincèrement content de revenir. Tu vois, là, je pensais pas revenir aussitôt en plus parce que je suis venu il y a 2 ans sur un autre format. Et donc là, ouais, je sais pas, il y avait vraiment l'envie de faire quelque chose, de marquer le coup. Je me suis vraiment motivé en fait à refaire quelque chose et d'essayer de raconter une histoire. Tu vois, cette tournée elle a été un peu présentée comme un, entre guillemets, je mets des guillemets DJ set qui n'en est pas un in fine parce que c'est vraiment un panorama et une envie de. Je me suis dit, j'ai envie de résumer, ouais, voilà, même pas forcément que 20 ans de Wax Taylor, c'est un peu plus quelqu'un qui approche les 50 et qui a envie de raconter 50 ans de sa vie presque, tu vois. Donc j'avais vraiment envie de m'atteler à ça, quoi, hein. Autant en termes d'image, de tout, enfin voilà, de toute la mise en scène du set. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup, Wax Taylor, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette super interview. Je rappelle aux auditeurs de Choc FM 105 que tu seras en concert ce samedi 22 mars au Lys Palace, qu'il n'est pas trop tard pour prendre des places. Allez-y, dépêchez-vous parce que croyez-moi, ça part très vite. Vous voyez, il y a d'autres dates qui sont déjà sold out. Donc, si vous voulez pas être plein de regrets et partir à Boston ou je ne sais où après pour la suite de sa tournée, eh bien, c'est le moment de prendre vos places. En tout cas, merci beaucoup, Wax Taylor, pour ce moment. Et puis, bah, à très bientôt sur les ondes de choc. Un grand plaisir.